Alors je suis sociologue, effectivement, je suis sociologue, je suis coincé entre plusieurs champs, on va dire sociologie des usages, sociologie de la réception. Donc que font les groupes ou des individus à partir d'offres, en ce qui me concerne, d'offres culturelles qu'on leur fait, et puis une sociologie de l'innovation aussi, inspirée des sciences et technologies studies, c'est-à-dire qu'on étudie les activités de conception. Et moi, les données m'intéressent à la croisée de ces deux champs-là. Ce qui m'intéresse, c'est savoir ce qu'on fait des données qui sont produites, et puis comment ceux qui conçoivent des dispositifs s'emparent des données pour essayer de penser leur public. Et je vais vous parler de ça à partir d'un terrain particulier qui est celui des bibliothèques. Alors, je ne suis pas du tout dans le même univers que les interventions précédentes. Moi, je ne suis pas du tout sur des big data. Je fais une enquête qui est contextualisée sur un équipement. Et cet équipement, il me permet de rentrer sur la façon dont on développe en ce moment des offres de livres numériques en bibliothèque. Voilà, alors je pourrais le prendre de manière très supranationale ou supraterritoriale en m'intéressant aux controverses autour du livre numérique, ce qui a déjà été fait par un certain nombre d'auteurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder dans un équipement comment concrètement les acteurs qui portent une offre se débrouillent avec ces controverses-là pour développer un dispositif. Et le dispositif dont je vais vous parler est expérimenté à Grenoble, il s'appelle Bebook. Donc c'est une plateforme de livres numériques. Alors je vais le faire en 4 temps. Je vais vous parler un petit peu de l'enquête qu'on a conduite et ce qu'on cherchait à faire. Ensuite des données qu'on a construites avec la bibliothèque. Les usages qu'on a fait ou qu'on envisage de faire de ces données. Et puis ensuite un mouvement un petit peu réflexif pour moi qui suis chercheur, pour la bibliothèque et peut-être aussi pour les usagers, sur ce que nous disent ces données, la façon dont elles sont produites et éventuellement la façon dont ça peut changer nos pratiques. Alors, je vous ai dit, on est parti avec une collègue qui s'appelle Marie Doga, qui est sociologue des professions, et puis un autre collègue qui s'appelle Emmanuel Brandel, qui travaille à l'ENSIB ici à Lyon, avec qui on a collaboré sur le même jeu de données. On est parti du développement d'une plateforme de livres numériques et on s'est intéressé au processus d'innovation socio-technique en le situant sur 3 sites de bibliothèques. On n'est même pas parti sur toutes les bibliothèques de Grenoble, on a choisi 3. Qu'on a choisi pour leurs aspects un peu variés. On a une bibliothèque de centre-ville et puis 2 bibliothèques de quartier. Et on s'est intéressé en premier lieu aux usages qui sont faits de ces bibliothèques. Voilà. Donc, on s'est intéressé au public de ces bibliothèques et puis quels étaient leurs dispositifs. Et partant de cette enquête-là, on s'est intéressé à la façon dont un nouveau dispositif, la plateforme de livres numériques, allait être approprié par les mêmes usagers. Donc déjà, on est sur quelque chose de contextuel. On est parti du principe qu'on ne pouvait pas comprendre la nouveauté, sans définir déjà un existant, ça paraît trivial, mais quand on est à des niveaux un petit peu décontextualisés, on perd un peu ce fil-là. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment concrètement cette offre-là de livres numériques, elle est conformée en amont aussi. Les bibliothécaires, ils ne sont pas libres de leurs offres. Les éditeurs, les distributeurs leur font des offres qui ont déjà certaines formes, ils essayent de faire avec, de les renégocier, de les retravailler, et c'est avec ça que les lecteurs doivent faire avec aussi. J'en parlerai rapidement. Donc les données qui sont produites pour nous, les données d'usage, elles sont intéressantes pour essayer de comprendre et de retrouver un peu les traces d'activité des acteurs qui précèdent l'usage. Alors, notre enquête, elle a commencé en 2014 et puis elle est toujours en cours. Elle se fait dans un climat un peu de tension et d'incertitude autour du livre numérique. D'abord parce que on a parlé de métadonnées tout à l'heure. Il y a des incertitudes sur la circulation des œuvres et les bibliothécaires travaillent d'abord sur des catalogues et des fonds et des œuvres. Les catalogues de livres numériques sont limités. Ceux qui sont accessibles en bibliothèque ne correspondent pas à l'ensemble du fonds de livres numériques existants. Et comme vous le savez, l'ensemble du catalogue de livres numériques n'est pas homothétique avec l'ensemble du catalogue de livres imprimés. Ensuite, on a des problématiques là pour le coup d'open data. On a des restrictions dans la circulation des livres en bibliothèque, puisque les bibliothèques ne sont plus propriétaires de leurs livres, mais elles sont propriétaires de l'usage des livres, ce qui est un peu différent. Et puis, les usagers sont pas propriétaires ne disposent pas du livre non plus, ils en disposent pour un certain temps et dans certaines conditions.
La façon d'acquérir ces livres-là change aussi. On n'accède plus à un bouquet, mais on accède à des actes, on accède à un nombre d'emprunts possibles, etc., etc. Bon. Tout ça, dans le secteur des bibliothèques, ça crée un certain nombre de tensions, et puis des tensions entre les différents acteurs de la chaîne du livre, entre les distributeurs et les auteurs, qui ne sont pas rémunérés comme dans les modèles précédents de prêt de livres en bibliothèque, et puis entre libraires, bibliothécaires, etc. D'autre côté, on a des tensions, des incertitudes autour de la circulation des publics. On s'interroge sur la fracture numérique. Est-ce que les publics qui accèdent aux bibliothèques seront les mêmes que ceux qui accéderont aux bibliothèques en ligne? On a des risques d'inégalité territoriale, puisque accéder à des livres numériques et développer des plateformes de livres numériques, pour l'instant, ça coûte cher. Et tous les équipements ne sont pas dotés de la même façon. Et ensuite, il y a des interrogations de la part des bibliothécaires sur la concurrence avec d'autres dispositifs. Voilà, clairement, vous avez des gros acteurs comme Amazon qui proposent des formules par abonnement qui sont à peu près équivalentes à l'année au coût de l'inscription à une bibliothèque. Est-ce que les bibliothèques sont en concurrence avec ce type d'acteurs-là? Est-ce qu'elles présentent la même chose? Est-ce qu'elles doivent continuer à exister? Il y a même des interrogations sur faut-il encore financer des bibliothèques aujourd'hui? Voilà. Tout ça, ce n'est pas un climat qui est très serein pour faire des enquêtes, mais c'est très intéressant pour essayer de comprendre comment se coordonnent et puis s'affrontent les différents acteurs. Toutes ces tensions-là, toutes ces redéfinitions, y compris identitaires et puis de profession, elles se retrouvent dans la façon dont on expose les données et dont on les construit quand on fait une innovation à une plateforme de livres numériques. Et c'est ça qui nous a intéressés. Alors, on a fait plusieurs choses. On a d'abord fait une enquête par questionnaire et par entretien pour savoir quels étaient les usages de livres numériques et puis les usages de la bibliothèque en général. Voilà. Donc on a fait concrètement 1311 questionnaires, on a posé 55 ou 56 questions et donc on a produit beaucoup de données là-dessus et on a demandé à un certain nombre de personnes dans les bibliothèques ce qu'ils faisaient, quels étaient les services de bibliothèque dont ils se servaient, et puis quels étaient leurs usages du numérique en général, les usages du livre numérique, et puis les usages précis qu'ils pouvaient faire de la plateforme qui était développée. On a croisé ça avec des données plus générales et là, des données qui étaient ouvertes sur la fréquentation des bibliothèques, puisque les bibliothèques doivent transmettre un certain nombre de données à l'Observatoire de la lecture publique sur leur fréquentation, qui vient pas, etc. Et puis on a après analysé les données de la plateforme qui nous ont été fournies petit à petit par la bibliothèque, en fonction des allers-retours dont je vais vous parler tout à l'heure. On a donc concrètement utilisé des logs et puis on les a fusionnés avec d'autres données de la bibliothèque pour savoir qui étaient les usagers qui accédaient aux livres numériques. Ces données-là ne sont pas fusionnées, je vous expliquerai après pourquoi. Donc c'est tout bête, on a accédé à un fichier Excel et après il a fallu le bidouiller. Alors, ça a été dit tout à l'heure, mais on a des sources de données qui sont hétérogènes, qu'on a assemblées en collaboration avec la bibliothèque. Ça, c'est ce qui nous a intéressé, nous, parce que d'abord, on nous donne des données qui sont pour nous étranges. Et le réflexe d'un sociologue, c'est de se dire, mais pourquoi la bibliothèque nous a-t-elle fourni ces données-là? Qu'est-ce qui les intéresse dans ces données-là que nous, on ne comprend pas? Bon, globalement, pour faire court, ce sont des données de catalogue. Et ce qui est décrit, ce sont des œuvres. Voilà. Accessoirement, on sait qui accède à des œuvres pour faire quoi, mais ce qui intéresse essentiellement la bibliothèque, c'est son fonds, et la constitution de son fonds de documents. Voilà. Pour nous, il y a beaucoup de choses qui sont très ésotériques, ça a été évoqué tout à l'heure sur les métadonnées, c'est très riche, il y a beaucoup d'informations, mais il y a très très peu d'informations sur les usages. Ces données, elles ne permettent absolument pas d'interpréter les usages. Il y a des informations de gestion tarifaire des usagers à la limite. On sait qui est inscrit, combien il a payé, mais on ne sait pas vraiment qui il est et ce qu'il fait, je reviendrai tout à l'heure. Et puis il y a des données qui sont catégorisées de façon variable et qui demandent un certain nombre d'opérations pour être utilisées. Là aussi, on va les nettoyer, on va les traiter, on va les manipuler, on va supprimer tous les doublons, on va essayer de sélectionner ce qui nous intéresse dans les données qui ont été fournies et qui sont assez riches, etc. Enfin, dernier point qu'il faut garder en tête, c'est que ces données, elles sont produites par différents acteurs. Il n'y a pas que la bibliothèque qui produit des données, il y a les éditeurs qui renseignent des métadonnées, il y a des bibliothèques qui sont en amont,
qui sont toutes prises dans un grand dispositif qui s'appelle PNB, Prêt numérique en bibliothèque, auquel participe une grande diversité d'acteurs, je vous la fais courte, mais voilà, des éditeurs, des libraires qui sont de plus en plus nombreux, certaines bibliothèques, pas toutes, des auteurs, bon, bref. Tous ces acteurs produisent des données avec des intérêts variables. On parle des métadonnées, bon, elles sont censées décrire des choses, elles ne sont pas toutes complétées de la même façon selon qu'on est un éditeur ou une bibliothèque, parce que les métadonnées n'intéressent pas ces acteurs pour la même raison. Alors, on se retrouve avec des fichiers Excel, tout bête, et qu'après il faut nettoyer. Alors, soit on est capable de le faire soi-même, soit on discute avec la personne qui nous a fourni, l'informaticien concrètement, on essaye de voir avec lui comment on peut faire quelque chose d'intelligible à partir de ces données-là. Et déjà, en soi, quand on est sociologue, c'est déjà un entretien qu'on fait sans même que la personne avec qui on travaille s'en rende compte, puisqu'il ne comprend pas ce qu'on veut savoir, on ne comprend pas ce qu'il veut nous donner. Donc déjà, ce travail d'élucidation-là nous renseigne sur ce qui est important dans ces données et de façon variable dans les bibliothèques. Il y a des données qui paraissent sensibles, qui pour nous sont très triviales, mais qui sont sensibles parce qu'elles peuvent alimenter une controverse au plan national. L'application dont je vous parle est une application pilote, expérimentale, ou qui peut déclencher des réactions en interne aussi, et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc déjà tout ça, c'est intéressant avant même d'exploiter les données. Ensuite, on a des problèmes. Ces données, elles décrivent des choses, mais on ne sait pas exactement comment toujours elles ont été produites. Je vous donne un exemple très simple. On accède à des catégories socio-professionnelles qui sont délimitées d'une certaine façon, je n'y reviendrai pas, qui ne sont pas tout à fait les mêmes que l'INSEE, donc déjà ça pose des problèmes de comparaison. Mais on ne sait pas comment elles ont été remplies. Ce qui intéresse les bibliothécaires, c'est de savoir combien vous payez essentiellement quand vous rentrez dans une bibliothèque. Donc on vous demande votre profession au début, on ne va pas vous la demander nécessairement plusieurs fois de suite quand vous allez vous réinscrire tous les ans. Or, il y a de fortes chances que vous rentriez doctorant, peut-être, et que vous sortiez maître de conférence, ou vous commenciez ouvrier et que vous finissiez peut-être chef d'équipe. Ça, c'est pas forcément actualisé, et on ne sait pas dans quelles conditions c'est fait. Il y a des choses qui sont sûres à peu près. Votre âge, puisqu'on vous demande votre date de naissance, et votre genre. Bon, ça pourrait être discuté, je ne suis pas sociologue du genre, mais on pourra en reparler. Mais ça, c'est des données à peu près stables. Le niveau de diplôme, il n'est pas nécessairement réactualisé. Bref. Il y a des choses qui posent question. Ensuite, ces données ne sont pas des données d'usage, ce sont des traces d'usage. On sait, typiquement, qui a accédé à quel type d'ouvrage, à quel ouvrage précis, combien de temps il a passé sur la plateforme. On ne sait pas ce qui a été fait de ce livre. On ne sait pas s'il a été lu ou pas. On sait juste qu'il a été téléchargé. On ne sait pas s'il a été lu et on ne sait pas s'il a été apprécié. Voilà. Donc, c'est des informations qui sont... dont l'interprétation peut être sujette à caution, et c'est pour ça qu'on a fait des entretiens après par la suite, pour essayer de comprendre un peu comment les choses fonctionnaient. Je ne vous en parle pas là parce que ce n'est pas l'objet, mais je pourrais vous en parler un petit peu après si vous voulez. Donc on a, en amont de l'usage des données qu'on a produites, on a réfléchi un peu sur les modes de production, voilà comment on passe du catalogue aux usages, et puis comment les catégories qui sont produites sont un peu normalisées. Il y a des choses qui vont de soi, qui sont routinisées dans les métadonnées, et puis il y a des choses qui sont travaillées, discutées, qui sont présentes ou absentes selon les acteurs, et qui sont plus ou moins actualisées. Ensuite, pendant l'utilisation de ces données-là, on a essayé de les compléter, et on a essayé de les comparer avec d'autres données. Je vais vous en donner un exemple tout de suite. Et ensuite, puisqu'on a accédé à ces données-là, on a eu besoin d'en parler aux bibliothécaires, puisque voilà, concrètement, quand vous faites passer un questionnaire, après il faut rendre des comptes, puisque vous ne le faites pas dans votre laboratoire de recherche, vous le faites dans la bibliothèque. Et comme les bibliothécaires savent que vous utilisez vos données, à commencer par l'informaticien qui vous les a données, il veut assez rapidement savoir ce que vous en faites, ce qu'il faut en penser. Donc on est tout de suite dans une démarche assez ouverte de ces utilisations-là, et puis j'en reparlerai après, ça a des conséquences sur la façon dont la bibliothèque envisage ces données. Alors, qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Bon, on peut faire des choses assez simples, sans un traitement compliqué. On parlait de l'évolution un peu des événements. Ben voilà, on peut regarder quels sont les emprunts qui sont faits sur la plateforme, et puis est-ce que ces emprunts ils collent ou pas au nombre d'ouvrages qui sont accessibles en bibliothèque. Il y a des petits événements, comme vous voyez en juin, là, qui correspondent aux vacances, et on se rend compte que les lecteurs de livres numériques stockent beaucoup sur
sur leur liseuse pour ne pas manquer. Bon, ça, c'est des choses qui sont assez simples, ça ne demande pas un traitement compliqué. Et puis après, on peut rentrer dans des traitements un peu plus complexes. On peut faire des tri croisés. C'est pas très complexe pour un sociologue, mais c'est pas nécessairement fait dans les applications qui sont prévues et qui sont livrées avec ces données en principe. Donc on peut regarder, voilà, quelle est la répartition des éditeurs selon la catégorie socio-professionnelle. Voilà, on voit tout de suite que les ouvriers sont moins, enfin, accèdent à une diversité beaucoup plus faible d'éditeurs que les autres. Si on le dit comme ça, ça paraît frappant, sauf que il y a très peu d'ouvriers dans les bibliothèques. Là, en l'occurrence, il y en a 3. Il y en a 3 qui sont connectés à la plateforme. Effectivement, quand vous n'avez que 3 lecteurs et que vous en avez environ 600 sur les cadres, il y a la chance d'avoir une diversité beaucoup plus faible. J'y reviendrai, mais ça pose des problèmes aussi. Ces traitements-là, ils ne peuvent pas être utilisés comme ça. On peut croiser, on peut comparer les données. Voilà, donc là, on a regardé en bas, vous avez la composition par profession avec tous les guillemets que je vous ai dit sur comment sont constituées ces professions, mais on peut comparer les usagers de la plateforme de livres numériques avec les données de la bibliothèque, voilà, le nombre d'inscrits théoriques, enfin la composition théorique des inscrits en 2012, et puis avec l'enquête qu'on a conduite, et puis avec au sein de l'enquête ceux qui lisent des livres numériques. Et puis après on peut faire d'autres types de choses, regarder l'âge, là aussi cette répartition par âge de ceux qui découvrent la plateforme ou qui y vont un peu plus tard, elle mérite d'être comparée par rapport à l'échantillon global, si on ne dit pas grand-chose. Voilà. Donc ce tableau-là, il est pour moi tout bête, mais il faut que je vous explique comment le lire. Voilà. C'est-à-dire comparer non pas terme à terme, mais comparer bien chacune des lignes par rapport à l'ensemble. On a, je sais pas, 42,1% des 55-64 ans qui ont découvert la plateforme au premier trimestre, alors qu'il devrait être 36,5%, parce que ça correspond à l'ensemble. Donc on a plus de 45-54 ans qu'attendu. Voilà, s'il se comportait comme l'ensemble de l'échantillon, il serait 36,5. C'est des choses toutes bêtes, mais en interprétation, c'est pas forcément évident. Bon, en tout cas, on peut traiter ces choses-là. Je fais rapidement... je vous montre avec une autre information qui était présente dans la base de données, qui est la date d'inscription de la bibliothèque. Voilà, on voit bien que plus vous êtes inscrit depuis longtemps dans la bibliothèque, plus il y a des chances que vous utilisiez la plateforme de livres numériques. Ça paraît pas logique, a priori, puisque précisément une plateforme de livres numériques, ça vous permettrait de ne pas aller dans la bibliothèque. Il se trouve que ceux qui y vont en premier sont ceux qui fréquentent les bibliothèques, et c'est normal parce que c'est ceux qui sont au courant du fait qu'il y a une plateforme de livres numériques qui est développée. Et ça montre, parmi d'autres données qu'on a, qu'effectivement le passage du livre imprimé au livre numérique en bibliothèque, ça passe par de la médiation. Et ceux qui sont les plus sujets à ces médiations sont ceux qui fréquentent le plus les bibliothèques et puis ceux qui empruntent le plus. Donc on va se rendre compte sans surprise que les cadres, les gens plus âgés, les gens qui sont plus diplômés, ils sont plus susceptibles d'être convertis à cet usage innovant. Ça veut dire aussi que les bibliothécaires pensent leur public de livres numériques comme ils pensent leur public de livres en général et de bibliothèques en général. Bon. J'y reviendrai un peu tout à l'heure. Alors, maintenant, dernier point, rapidement, qu'est-ce que nous disent ces données et la façon dont elles sont produites? D'abord, elles nous permettent d'identifier les acteurs qui sont associés à cette production de données, ce qui n'est pas évident pour un sociologue quand on n'est pas dans cette profession-là. Et ça nous permet de comprendre un peu mieux les buts qui sont poursuivis, qui ne sont pas équivalents selon qu'on est un informaticien dans une bibliothèque, qu'on est un acheteur ou qu'on est quelqu'un qui fait de l'accueil. Ces buts ne sont pas tout à fait les mêmes, et puis c'est encore moins le cas quand on est un éditeur, un distributeur, etc. On ne produit pas les mêmes données, on ne veut pas leur faire dire la même chose, il y a des rapports de force qui sont établis, qu'on retrouve dans la façon de convoquer des catégories, des conventions, et de renégocier tout ça. Donc, clairement, la façon de décrire les publics pour les bibliothèques ne sont pas les mêmes que la façon dont les éditeurs le font. Les éditeurs, ils font du marketing, ils cherchent à vendre leurs ouvrages, et les bibliothécaires, dans leur ensemble, s'adressent à un public qui est censé être indifférencié, mais qui ne l'est pas tout à fait, et à qui ils adressent une offre de service public. Donc les catégories mobilisées ne sont pas exactement les mêmes. Et puis quand on regarde concrètement la plateforme, comment est-ce que ces acteurs discutent?
en amont et puis en aval, comment ils s'accordent, et puis comment ils médiatisent le travail qu'ils font autour des données. Alors je vous l'ai dit, on est dans un dispositif expérimental. Tout de suite, il a fallu montrer que la plateforme elle était utilisée, que éventuellement le volume des emprunts augmentait. Et il a fallu le faire assez vite parce que c'est un investissement pour la bibliothèque et c'est un investissement qui n'était pas évident. Donc je ne sais pas si vous connaissez un peu ces logiques-là, j'imagine que oui, mais sinon Lionel Morel, demain, vous en parlera très certainement. Investir dans du livre numérique, ça coûte beaucoup plus cher qu'investir dans du livre imprimé. Et si vous faites ces investissements-là et que cet investissement-là, il concerne un nombre restreint de personnes, ça va être très vite problématique. Donc, il a fallu assez rapidement mobiliser les personnels des bibliothèques pour dire que le choix qui avait été fait d'expérimenter le passage au livre numérique ou cette offre de livre numérique, elle était pertinente. Et puis après, il fallait essayer d'avoir un effet d'entraînement aussi sur les usagers. Alors, ce qui nous intéresse enfin sur cette question des données, c'est que ça témoigne de la façon dont on va rechercher des biens, ce qu'on appelle des biens communs en sociologie des conventions, dont on va essayer de se coordonner sur des définitions à peu près communes. Et ce qui est intéressant avec le livre numérique, c'est que ça mobilise des mondes professionnels très différents, qui ont des façons de définir leurs actions très différentes, y compris au sein d'une bibliothèque. Développer une plateforme de livre numérique, c'est développer un projet, qui est un projet innovant, et ce n'est pas du tout la même chose que développer des actions de service public. On est dans un certain cas dans ce qu'on appelle une cité par projet, donc on est dans de l'énergie, dans de la création, et quand on est dans ce qu'on appelle une cité civique, le service de la lecture publique, on cherche à garantir un certain nombre de missions, garantir le fait que ce qu'on fait, typiquement, va profiter à tout le monde de la même façon. Donc il y a des oppositions qui sont très fortes autour de cette question de la production d'une innovation, et les données, elles sont mobilisées dans un sens ou dans l'autre. Lionel Morel vous en parlera demain, et lui, il est clairement dans la cité civique. Pour lui, le livre numérique doit profiter à tous de la même façon. C'est pas tout à fait la même chose que quand on est dans un projet, qu'on accepte le fait que pendant un temps plus ou moins court, on va expérimenter. Ça oppose aussi une cité industrielle, celui des informaticiens, pour qui les solutions doivent être robustes, efficaces, etc. Et puis une cité marchande, où une bonne solution, c'est une solution qui permet de vendre, et d'accéder à des documents, de les valoriser. Et puis, évolution intéressante pour nous aussi, c'est l'évolution vers ce qu'Emmanuel Kessou appelle une cité de l'attention, dans le cadre de ce que vous connaissez peut-être autour de l'économie de l'attention, la façon dont certains acteurs vont essayer de mobiliser des dispositifs pour essayer de capter l'attention des internautes. Comment faire pour que les internautes viennent sur une plateforme, qu'ils y restent, qu'ils y fassent des choses. Là, en l'occurrence, sur la pratique du livre numérique, comment faire pour que les lecteurs viennent au livre numérique, qu'ils accordent du temps et de l'attention à cette nouvelle offre, et qu'éventuellement on montre qu'il y a un intérêt croissant en termes de temps passé sur la plateforme. Donc, je vous ai parlé de renouvellement des pratiques de lecture. Là aussi, ces renouvellements des pratiques de lecture, elles ne peuvent pas se comprendre si on ne comprend pas les évolutions des bibliothèques en elles-mêmes. Les bibliothèques évoluent, vous en êtes rendu compte depuis peut-être 20 ou 30 ans. Ce sont des médiathèques aujourd'hui. Ce n'est pas des lieux dans lesquels on vient forcément silencieusement, on ne fait pas que lire. Donc il y a des régimes d'engagement des publics et puis des professionnels qui sont très variables dans ces bibliothèques-là, autour par exemple, de la question du troisième lieu, comment faire en sorte de transformer les bibliothèques pour qu'elles prennent une place entre l'univers domestique et l'univers professionnel, voilà, qu'elles aient des valeurs, qu'elles proposent une expérience de lecture qui soit un petit peu différente. Cette question des données et de la façon dont on peut les traiter, ça ouvre potentiellement à ce type d'expérimentation-là. Ce qui est frappant pour nous actuellement, c'est que les bibliothèques se posent beaucoup de questions sur les lieux physiques et très peu sur qu'est-ce que signifie le fait d'accéder à une plateforme numérique, quelle expérience ça représente. C'est très effacé, on est dans un type d'expérience dans lequel on ne fait rien des données, là où quand vous êtes sur Amazon, on va regarder combien de temps vous passez, quels sont les choix que vous faites. Sur une plateforme de livre numérique, pour l'instant, on s'en fiche un peu. Voilà. On qualifie beaucoup quelles sont les œuvres qui sont présentes, comment elles communiquent entre elles, comment les notices d'autorité sont remplies, etc. Mais ce qui est fait concrètement de tout ça en ligne, c'est peu exploré. Alors que c'est fait en salle.
Donc c'est pas que les publics n'intéressent pas, parce qu'ils intéressent en salle. Et typiquement, quand vous allez en bibliothèque, on se pose la question de savoir comment faire en sorte que vous soyez dans un espace calme si vous cherchez du calme, et comment faire pour que vous soyez dans un espace d'activité si vous cherchez de l'activité, comment faire cohabiter tous ces publics-là, comment capter votre attention dans des différents secteurs de la bibliothèque. Ce n'est pas le cas en ligne pour l'instant. Alors, justement, ce travail-là, ça a été, je finirai là-dessus, l'occasion d'ouvrir cette question-là avec les responsables de la bibliothèque, avec une partie de leurs usagers, et donc de commencer un travail d'ouverture des données, de la recherche déjà, comment on fait pour en parler, et puis aussi ouvrir les données d'usage de la plateforme et savoir ce qu'il est possible d'en faire. La plateforme de livres numériques, voire même ouvrir les données de la bibliothèque et de savoir si on ne peut pas développer des nouveaux services précisément pour réfléchir à la façon dont on peut être plus accueillant sur les services en ligne qui sont proposés. Donc on a organisé avec la bibliothèque un centre d'ateliers d'open data. Et ce qui est pour nous intéressant, ça nous permet d'observer la façon dont les débats se structurent tout en les alimentant. Donc c'est un nouvel espace d'observation qu'on fait. La question c'est jusqu'où on peut aller dans cette observation participante, puisque je vous ai dit que je m'intéressais à la façon dont les bibliothèques pensent leur public, mais je leur donne des cartouches forcément pour penser leur public. Donc qu'est-ce que j'observe? Est-ce que j'observe mes travaux vus par les bibliothèques ou l'activité des bibliothèques elles-mêmes? Qui est-ce que je mobilise? Parce que je mobilise qu'une partie des membres de la bibliothèque et pas tous, évidemment. Ceux qui sont plutôt mobilisés par ce projet-là, et pas forcément ceux qui sont plutôt réticents, qu'on ne va pas forcément me montrer, hein, même si je demande à les voir. Mais qui viennent de temps en temps nous trouver. Et puis comment est-ce qu'on mobilise aussi les usagers? Voilà. Donc ça aussi c'est intéressant. Il y a la possibilité de proposer autre chose, je vous l'ai dit, peut-être de donner l'accès aux traces d'usage des usagers. Il y a une question toute bête qui nous a été posée par un grand nombre d'usagers, qui était de savoir combien ils étaient en ligne, combien ils étaient à servir de cette plateforme de livres numériques. C'est pas pareil de savoir que vous êtes 10 ou 800. Donc ça, c'est une donnée qui est sortie très vite, hein, qui a été ouverte assez rapidement, parce que je vous l'ai dit, elle est sensible. Mais c'est intéressant aussi de savoir s'il y a des gens qui vous ressemblent. Est-ce qu'il n'y a que des vieux? Est-ce qu'il n'y a que des ingénieurs? Est-ce qu'il y a que des gens cultivés? Et qui suis-je comme lecteur par rapport à ce que je fréquente dans la bibliothèque traditionnelle? Donc il y a des services auxquels on peut penser, des formes de médiatisation, de renouvellement des formes de médiation en ligne, qui sont envisageables et qui commencent à être discutées un peu avec la bibliothèque. Alors ça pose plein de problèmes, évidemment. Des problèmes légaux, des problèmes de définition avec les autres acteurs. C'est déjà difficile de faire du prêt tout bête. Faire de la médiation, ça va être encore plus complexe sans doute. Pourtant, et je finirai là-dessus, les enjeux sont assez colossaux puisque d'autres acteurs le font. Pas dans le même esprit, mais évidemment, quand vous allez sur un site comme la FNAC ou Amazon ou même une librairie, quelle qu'elle soit, on commence à mettre en place des logiciels, enfin des algorithmes d'analyse de votre activité qui ne vont pas forcément dans le même sens que ce que pourrait faire une bibliothèque ou ce que fait une bibliothèque quand vous allez dans une salle de lecture. Donc les usagers commencent à être habitués à être accueillis d'une certaine façon quand ils sont en ligne, et ils ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas accueillis sur les sites des bibliothèques qui sont dans une configuration très basique, hein, Web 1.0, des catégories, on fait de la recherche. Il commence à y avoir un petit peu d'animation éditoriale, mais très faible, parce que les bibliothèques ne sont pas forcément ni formées à ça, ni non du temps. Donc ces questions commencent à être sensibles, et l'enquête qu'on met en place, à la demande quand même des bibliothèques, commence à les alimenter sur ces réflexions-là. Alors, certains le font déjà, hein, mais ça commence à se diffuser un peu, puisqu'on fait un peu d'ouverture de nos données là-dessus. Voilà. Des données qui sont très compliquées à montrer, parce qu'on a déjà eu beaucoup de mal à les produire. Je ne sais pas si j'ai tenu mes 20 minutes, je pense à peu près. Je voulais poser la question par rapport à, vous avez évoqué après les entretiens qui permettent de vérifier les données. Donc je m'interrogeais sur les questionnaires, si vous les avez des entretiens établis sur la base des données ou séparément, et qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que ça confirmait, infirmait? Comment se sont articulées les demandes un peu
de données? En fait, on a fait des entretiens, on a conduit des entretiens exploratoires déjà pour essayer de comprendre de, dans quel contexte allait intervenir cette étude. Donc des entretiens exploratoires auprès des usagers déjà pour essayer de savoir quels étaient leurs usages du livre numérique. D'abord s'il y en avait, c'est tout bête, mais on nous disait il y a des usagers il y a des lecteurs de livres numériques. On n'était pas sûr que même on en trouve un. Bon, donc on a fait ce premier type d'entretien pour essayer de composer le questionnaire déjà. Et ensuite, on a fait des entretiens d'information avec les bibliothécaires pour savoir comment ils envisageaient le développement de la plateforme et puis ce qu'on pouvait faire concrètement. Ensuite, on a conduit des entretiens pendant la récupération des données dont je vous ai parlé, à la fois des données qu'on a construites nous-mêmes à partir du questionnaire et des données qu'on a collectées avec la bibliothèque. Et puis on va continuer à faire des entretiens aujourd'hui. Alors, avec les lecteurs sur la base des pistes dont je vous ai un peu parlé, mais qu'on recrute autour des ateliers d'open data qu'on va conduire. Voilà. Donc là, on va trouver des lecteurs un peu engagés. Et puis, on va conduire d'autres entretiens avec les bibliothécaires pour savoir comment, typiquement, on achète un livre. Est-ce qu'on achète un livre manuscrit ou un livre imprimé, ou un livre numérique de la même façon? Et puis comment eux voient le développement de cette plateforme-là, et ensuite remonter un peu le fil pour aller vers les libraires qui sont en contact avec les bibliothécaires, et puis avec les opérateurs de PNB de façon un peu générale, pour comprendre aussi la façon dont eux-mêmes voient les problèmes et les opportunités qui émergent autour de cette question-là. Donc on est... je dirais pas tout à fait au milieu du gué, je pense pas, je pense qu'on est plutôt au début finalement. J'avais peut-être une question sur le terrain que vous avez choisi. Vous avez indiqué que vous étiez au milieu du gué, donc est-ce qu'il est prévu d'avoir des études équivalentes pour les bibliothèques universitaires ou les bibliothèques de recherche? La question qui m'interroge, c'est de savoir si ce que vous avez indiqué, c'est-à-dire le fait que les bibliothécaires sont centrés sur les collections et sur les lieux physiques, plutôt que sur le développement d'une offre, une représentation d'un design sur le web. Est-ce que ça pouvait être reproduit aussi dans le milieu plus universitaire, où il y a quand même un discours sur une adéquation à l'offre de services auprès des chercheurs, etc. Alors, on peut le faire, mais j'aurais tendance à dire que ce que je vais vous dire est pas très bien, mais moi ça ne m'intéresse pas beaucoup en fait. Parce qu'il y a déjà beaucoup de travaux sur les usages du livre des chercheurs. Et les sociologues, les premiers s'intéressent beaucoup à la façon dont les sociologues font de la science, etc. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont plutôt les activités un peu ordinaires. Et je pense que les enjeux sont plutôt de ce côté-là, d'ailleurs, que du côté de la production scientifique. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis plutôt un sociologue trivial. Je m'intéresse aux jeux vidéo, aux sites de rencontres. Non, mais là, c'était plutôt sur la pratique professionnelle en fait, des bibliothécaires et savoir comment ils s'envisageaient entre le physique, le matériel et le numérique. En fait. Ouais, alors, c'était propre à un cadre public. C'est un effet d'opportunité, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, hein, mais la BNF expérimente des choses aussi, donc je pense qu'on ira voir comment les choses se passent. Et de toute façon, les frontières ne sont pas très étanches. Hein. Quand on s'intéresse à PNB, ça va concerner différents types d'acteurs, y compris des bibliothèques universitaires. Mais la façon de penser les publics sont peut-être moins complexe, même s'il y a des représentations des transformations chez les étudiants qui sont parfois un peu problématiques, mais je pense que l'écart entre les pratiques professionnelles des bibliothécaires et les pratiques de leur public chercheurs sont moins problématiques qu'entre des bibliothécaires et puis des lecteurs qui sont parfois plus éloignés de leurs univers. Là. Moi, c'est plutôt ça qui nous intéresse. Après, le dispositif de production de données là, il est routinisé. J'ai eu un petit mail du responsable de l'informatique qui commence à faire tourner ses bécanes un peu en permanence maintenant. Là où avant, il nous avait sorti des fichiers Excel, maintenant il produit ces données en temps réel. Donc ça va nous donner des informations un peu plus sur la durée, ce qui est très intéressant. Donc je pense qu'on va plutôt explorer, là encore, ce filon-là sur quelque chose qui est situé, qu'on connaît un peu, plutôt que de changer de terrain avec des dispositifs qui seront qu'il faudra à nouveau totalement repenser. Pour moi, j'insiste là-dessus, mais ces données, elles ont du sens parce que je comprends à peu près la façon dont la bibliothèque fonctionne, la façon dont cette offre-là a du sens par rapport à des dispositifs qui sont faits d'une certaine façon physiquement, et la façon dont on recrute dans une ville qui est un peu, que je connais un peu du coup maintenant Grenoble, et que je peux qualifier un peu aussi, avec toutes les difficultés que ça a, parce que
vous dire qu'il y a du X% de 15-25 ans qui utilisent le livre numérique par rapport aux 15-25 ans de la bibliothèque, par rapport aux 15-25 ans de Grenoble, ça demande à chaque fois une petite gymnastique sur la façon de construire ces comparaisons qui n'est pas évidente et qu'on ne peut pas faire au niveau national, enfin de manière beaucoup plus complexe, quoi. Alors, vouloir le faire un peu en temps réel, c'est encore